Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Chesterton est une des grandes figures de la pensée britannique de la première partie du 20e siècle. Génial observateur de notre modernité, il savait tailler des formules aussi drôles que piquantes pour parler de ses absurdités. Il a laissé une œuvre abondante, touffue, diront certains, faite d'essais, de recueils, d'articles, de romans, de nouvelles. De temps en temps, on le redécouvre en France et au Québec. Mais le connaît-on vraiment? Pour en parler, je reçois Philippe Maxence, spécialiste de son œuvre, qui lui a consacré d'ailleurs quelques ouvrages. Philippe Maxence, bonjour. Bonjour Mathieu Bock-Côté. Alors, question première, tout simplement, pour situer Chesterton, pour ceux de nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas, pourriez-vous nous donner quelques repères biographiques sur Chesterton? Oui, on pourrait d'ailleurs aller très vite, mais si vous me permettez, je vais déjà vous corriger, parce que je ne suis pas un spécialiste de Chesterton, dans la mesure où Chesterton détestait les spécialistes, et si je veux être un peu fidèle à sa pensée, à sa manière de voir, c'est surtout éviter la spécialisation, c'est-à-dire la focalisation sur un seul point, sur un seul élément, et toute l'œuvre de Chesterton, c'est justement de nous inviter à ouvrir un petit peu les yeux sur l'ensemble de la réalité, sur l'ensemble du monde, à travers de multiples facettes. Alors, pour répondre plus directement à votre question maintenant, Chesterton est né en 1874. Il apparaît sur la scène britannique, comme vous l'avez dit, et plus exactement sur la scène londonienne, à peu près au début du XXe siècle. Il prend position, c'est un jeune journaliste, un jeune chroniqueur, et il prend position dans la guerre que mène l'Empire britannique contre deux républiques que bourg, la République du Transvaal et l'État libre d'Orange. Il prend parti pour les bourgs contre l'Empire britannique. Il se fait donc remarquer par cette prise de position publique à travers des articles de presse, puis publie deux essais assez virulents. Le premier s'appelle Hérétique et le second s'appelle Orthodoxie, donc des écrits à forte connotation religieuse dans un monde qui s'est déjà joyeusement débarrassé de toute trace religieuse dans sa pensée. Et puis il passe alors pour un catholique, pour quelqu'un qui a rejoint l'Église de Rome, c'est-à-dire une entité encore mal aimée des Britanniques. Et en fait, ce n'est pas le cas. Il va cheminer, il va continuer à écrire, à publier énormément. Et en 1922 simplement, il va devenir formellement catholique par l'entrée dans cette église catholique romaine. Il va devenir un papiste, comme disent les Anglais, pour finir son chemin sur cette terre en 1936, donc quelques années avant la Seconde Guerre mondiale. Il va pas voir ce monde qui va complètement basculer à ce moment-là à travers le grand affrontement des totalitarismes et puis la victoire des démocraties libérales après 1945. Alors, Chesterton, pour ses lecteurs, passe souvent pour on pourrait dire le philosophe génial du bon sens. C'est-à-dire celui qui tient à rappeler que 2 + 2 = 4, celui qui sait voir au-delà des nuées idéologiques. Mais est-ce qu'on peut faire de Chesterton seulement un philosophe du bon sens, ou est-ce qu'il n'y a pas chez lui quelque chose comme cette idée que le bon sens est éclairé par le surnaturel, le bon sens est éclairé par la foi, que l'homme, c'est une de ces formules, je crois, qui on dirait, il dit du fou. Le fou, c'est pas celui qui a perdu la raison, mais c'est celui qui a tout perdu sauf la raison. Si on cherchait à nommer le cœur de sa doctrine, à identifier le cœur de sa philosophie, est-ce qu'on pourrait dire ça, le bon sens éclairé par la foi ou le surnaturel, ou à tout le moins l'aspiration au surnaturel? Oui, tout à fait. Je pense que dans la grande idée de Chesterton, qu'il va peu à peu découvrir et auquel il va peu à peu
adhérer. Il y a cette idée profonde que la nature est éclairée par la surnature, par cet aspect surnaturel que vous avez évoqué il y a juste un instant. Mais que surtout la nature est nécessaire pour s'élever vers le surnaturel, et que d'y joindre les deux, c'est perdre, c'est comme couper un homme en deux, c'est perdre une partie de notre humanité, et que de ce fait, il faut arriver à associer les deux. Par ailleurs, quand vous dites qu'il est le philosophe du bon sens, il faut s'entendre sur le mot philosophie. C'est pas Chesterton n'est certainement pas un philosophe comme, pardon pour le français que je suis là, mais comme Descartes peut l'être, ou comme Hegel peut l'être également, comme Marx aussi peut l'être. C'est pas du tout un théoricien, il fait pas d'œuvre systématique, mais il est effectivement habité par une philosophie très profonde, qui s'appuie certes sur le bon sens, mais à force d'avoir voyagé dans son œuvre, je crois qu'on peut conclure que la philosophie profonde de Chesterton, c'est l'émerveillement, c'est cette capacité de s'émerveiller. Il le dit à un moment dans un de ses livres: tous les matins, le soleil se lève, c'est quelque chose de miraculeux, dont nous sommes juste habitués. Il faudrait juste rafraîchir notre regard, parce qu'il y a un miracle qui se produit tous les matins, c'est ce lever du soleil, sur le fait que nous sommes en vie, et plutôt que de râler parce que la journée commence peut-être un peu difficilement et qu'on a besoin d'une bonne dose de café, eh bien le premier pas de Chesterton, c'est justement lui de s'émerveiller devant ce nouveau miracle qui se répète jour après jour. Et à partir de là, de cette capacité d'émerveillement qu'il cultive et qu'il a, alors que la vie n'est pas forcément facile pour lui, il débouche sur, il le dit dans son autobiographie, sur ce qu'il aurait aimé être vraiment sa philosophie. C'est la philosophie de la gratitude, c'est-à-dire alors les chrétiens diront l'action de grâce, mais même si on reste à un plan simplement humain, naturel, on dira cette capacité de remercier pour cette beauté, pour le fait que la vie existe, que le soleil se lève tous les matins. Oui, alors justement, vous parlez de gratitude, vous parlez d'émerveillement. On trouve chez Chesterton, à tout le moins c'est l'impression que j'ai toujours eue quand je le lisais, qu'il y a justement ce sentiment que c'est une grâce d'exister en tant que tel. Vous parlez d'émerveillement, le terme revient. On pourrait parler aussi, si on revient à Aristote, le temps d'un clin d'œil, il nous disait que des facultés philosophiques par excellence, c'était l'étonnement. Est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue, même si ce n'est pas un constructeur de système, vous avez dit comme Descartes ou Hegel, mais est-ce qu'un philosophe n'est qu'un constructeur de système? Est-ce qu'on peut dire que Chesterton, à sa manière, renouvelle l'acte philosophique le plus fondamental qui soit, c'est-à-dire l'émerveillement devant le monde, le refus de le dissoudre en quelques formules, de le quadriller exagérément par la raison mathématique, de conserver une capacité d'admiration, d'étonnement, d'émerveillement devant tous les aspects du monde jusqu'au conte de fées? Oui, tout à fait. Vous avez très bien résumé les choses, me semble-t-il. On le trouve exprimé cela dans plusieurs de ses romans, quand il fait mettre ses personnages la tête en bas. C'est un truc d'artiste en fait. Il dit de ses personnages qu'ils mettent la tête en bas pour voir le monde tel qu'il est vraiment, pour retrouver cette capacité d'étonnement, cette capacité d'émerveillement, et revoir le monde tel qu'il est avant, dit Chesterton, et là c'est le chrétien qui parle évidemment, en Chesterton, revoir le monde tel qu'il était avant la chute originelle, avant ce péché originel qui dans la foi chrétienne est à l'origine du grand bouleversement, du grand renversement. Et en mettant la tête en bas, on retrouve cette position qui est celle des anges, dit Chesterton dans L'Homme éternel, puisque les anges descendent vers la terre, et la tête en bas. Oui, donc pour revenir à ce que vous disiez, il y a effectivement, on repart de l'acte philosophique initial, cette capacité d'étonnement qui est cette possibilité de poser sur le monde, sur les rapports humains, sur la société, sur la vie humaine dans toutes ses composantes,
ce premier regard d'étonnement qui va permettre ensuite le réel discours philosophique. Alors, j'aimerais vous amener sur certains de ces ouvrages en particulier. À tout le moins, je me permets de vous y amener parce que ce sont ceux qui m'ont le plus marqué chez Chesterton. Donc, vous entendre à leur sujet, qui me semble, vous me direz si je me trompe, mais qui me semble être de bonnes portes d'entrée pour aller au cœur de son œuvre. Alors, je les évoque rapidement et ensuite je vous soumettrai les titres l'un après l'autre. Donc, Hérétique, Orthodoxie, L'homme éternel et Le monde comme il ne va pas, qui sont peut-être ces ouvrages qui ont le plus marqué la conscience francophone, les pays francophones. Donc, vous avez d'abord nommé Hérétique et Orthodoxie. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces deux ouvrages? Pourquoi plusieurs y voient la porte d'entrée par excellence chez Chesterton? Alors il y a des aspects strictement historiques. Encore une fois, si on reparle d'Hérétique qui paraît en 1905, quand l'ouvrage est publié, quand il sort en librairie, c'est un véritable coup de tonnerre parce que c'est une sorte de pamphlet qui met en accusation tous les intellectuels, toute l'intelligentsia de l'époque, et qui les met non seulement en accusation, mais qui les met en accusation à partir d'un vocabulaire et d'une pensée religieuse. Hérétique, l'hérétique, c'est celui qui n'est pas conforme à la pensée religieuse dite orthodoxe, et à partir de ce moment-là, dévie. Chesterton dit de la plupart des personnalités, que ce soit George Bernard Shaw par exemple ou Rudyard Kipling, qui sont pourtant des personnalités très différentes. Il dit en quelque sorte, ces gens sont très intelligents, ils disent des choses parfois justes, mais ils sont tellement focalisés sur un point de leur pensée que ils construisent des systèmes complètement faux. Et dit Chesterton, moi je suis à la recherche et je vais repartir des doctrines du XIIIe siècle. Donc là, il fait une proposition complètement iconoclaste, repartir du Moyen-Âge en se permettant de juger des personnalités reconnues de son temps et qui, dans un monde très scientifique déjà, peuvent se permettre de dire que Monsieur Chesterton en fait est perdu dans ce Moyen Âge obscurantiste ancien et qui a été contre la condition humaine. Or Chesterton donc lance ce pavé dans la mare. Ça c'est donc Hérétique qui est donc encore une fois publié en 1905 et comme une des personnalités qui est un journaliste, J.B. Street, qui est pris à partie dans ce livre, lui dit « Mais vous êtes très aimable, monsieur Chesterton, de nous accuser sur ce que nous pensons, mais nous aimerions bien savoir ce que vous pensez, vous, quelle est votre pensée profonde ?» Et ça conduit Chesterton à écrire un deuxième livre que vous avez évoqué, qui s'appelle « Orthodoxie », où il exprime sa pensée, et sa pensée, dit-il, c'est celle de l'Église chrétienne. Alors, il ne se prononce pas sur la confessionnalité de cette Église, il ne se prononce pas pour dire que c'est l'Église anglicane ou l'Église catholique romaine, mais il dit c'est l'Église chrétienne telle qu'elle a traversé les siècles, et en ayant cette affirmation assez étonnante, c'est que il dit pendant des années j'ai couru après les vérités en espérant me faire remarquer à partir de celle-ci, à partir de l'expression que je pouvais donner à ces vérités, et en fait je me suis aperçu que ces vérités n'étaient pas les miennes, elles étaient celles de l'Église, et ça faisait plus de 18 siècles que cette Église les défendait. Donc à nouveau c'est un pavé dans la mare que propose Chesterton avec Orthodoxie, qui paraît lui en 1908. Et ces deux ouvrages, comme vous le voyez, se répondent l'un l'autre, mettent en cause l'idéologie du moment, qu'elle s'incarne à travers différents auteurs, et pose que la vérité religieuse est celle qui peut donner une approche la plus véridique possible de la condition humaine. Il ajoute à ça que il défend lui
ce qui va étonner les catholiques romains, par exemple. Il défend, lui, la vérité religieuse, non pas à partir d'une expression théologique, mais en recourant aux contes de fées. Ce qui, là aussi, est très perturbant et très étonnant, notamment pour un Français. J'évoque un autre ouvrage ici, Le monde comme il ne va pas. Il y a une formule très, je la cite de mémoire, elle n'est pas exacte, mais l'esprit sera là. Il dit, si on veut atteindre la vérité profonde d'un peuple, nous dit-il, ce sont mes mots, ce ne sont pas les siens, il faut aller dans ses traditions populaires, ses traditions folkloriques. Si vous voulez avoir une authentique coiffe norvégienne, nous dit-il, on doit aller voir le paysan norvégien et non pas le littérateur officiel du pays qui se pique toujours de symboles de modernité. On trouve aussi dans, je crois que c'est dans Orthodoxie ou Hérétique, un autre passage où il dit « Je fais davantage confiance au bon sens qu'on entendra au pub au coin de la rue qu'aux discussions endormantes de ma caste, de mes collègues lettrés, de la caste de littérateurs à laquelle j'appartiens. » Est-ce qu'on peut dire qu'il y a chez Chesterton, la formule a été utilisée en d'autres temps avant que le terme soit connoté comme aujourd'hui, une forme de populisme, entre guillemets, dans le bon sens du terme, une confiance à tout le moins dans le bon sens populaire qui serait infiniment plus qualifié pour voir le monde que les constructions théoriques mises de l'avant dans les milieux savants. C'est tout à fait ça. On trouve chez Chesterton ce qu'il appelle la défense de l'homme ordinaire, et dans Orthodoxie la défense de la démocratie, même si chez lui il est un peu difficile de bien cerner ce qu'il entend par démocratie, puisqu'il dit à peu près là aussi, je vais employer mes propres mots en les mêlant un peu aux siens, mais il dit que la démocratie, c'est le fait qu'un homme qu'il préfère qu'un homme se mouche dans son mouchoir que dans celui de Chesterton. Donc il fait confiance au peuple très très profondément, et dans ce sens-là, oui, on peut dire que si on enlève toutes les connotations péjoratives qu'il y a aujourd'hui, que Chesterton est un populiste, et c'est un défenseur du peuple, un défenseur de l'homme ordinaire, lequel homme ordinaire, par un instinct profond, connaît la réalité des choses et est à même de mieux les exprimer ou de mieux les défendre. C'est un grand défenseur, puisque vous en parliez, c'est un grand défenseur des pubs anglais, bien sûr, et du fait de se retrouver dans un lieu convivial autour d'une boisson dans lequel on échange et dans lequel on fait société. De ce point de vue-là, oui, c'est très certainement un grand défenseur du peuple. C'est aussi un disciple de Dickens, hein, cette histoire de défense de l'homme ordinaire, il l'a hérité de Dickens, et de là il va en faire une sorte, non pas de système politique, mais ça va nourrir très profondément sa pensée politique, qui va parfois s'exprimer de manière assez polémique quand il va attaquer la haute, l'aristocratie britannique, ou les grands privilégiés, les grands bourgeois qui sont les maîtres de l'industrie britannique. Là, il est capable de rentrer dans des polémiques très très virulentes pour défendre le peuple. Alors, autre élément dans la pensée de Chesterton, vers laquelle je voudrais nous conduire pour quelques instants. Ensuite, on touchera à sa doctrine politique. Chesterton, donc philosophe, mais certainement pas sur le mode du constructeur de système. C'est aussi, par ailleurs, un romancier. Alors, il est peut-être moins connu ainsi dans le monde francophone, mais autour de la figure du Father Brown, si je ne me trompe pas, du Père Brown. Donc, pourriez-vous nous en dire un peu sur l'œuvre de Chesterton romancier, sur son œuvre d'écrivain finalement, et sur ce qu'on retrouve au cœur de cette œuvre? Est-ce que sa pensée se retrouve aussi au cœur de son œuvre de romancier? Oui, tout à fait. George Orwell, justement, a accusé Chesterton d'être un romancier d'assez mauvaise qualité, parce que il se servait de ses romans et des héros principaux de ses romans pour exprimer sa propre philosophie, sa propre pensée. Alors effectivement, il a été un romancier très connu, même dans la sphère francophone, en tous les cas en France, très connu pour ses Father Brown.
pour la série des Father Brown. Vous savez, ce petit prêtre. Quand je dis petit, c'est parce que Chesterton le dépeint comme ça physiquement. Hein. C'est un être petit, un petit homme qui est prêtre catholique. Que Chesterton fait naître en 1910, à un moment où lui-même n'est pas encore catholique, et le Father Brown devient une sorte de détective, hein, ce sont des romans policiers, devient une sorte de détective qui, à l'aide de sa connaissance profonde de l'âme humaine, qu'il a acquis par le sacrement de la confession, c'est-à-dire quand le catholique va avouer les péchés qu'il a commis au prêtre, qui est tenu d'ailleurs par le secret, eh bien à partir de là, estime chez Chesterton, les prêtres catholiques acquièrent une grande expérience de la vie humaine. Le Father Brown élève cela au rang de méthode. Il dit à un moment d'ailleurs, j'ai commis tous les crimes non pas par action, mais par pensée, parce que je les ai entendus au moins une fois en confession. Et donc ça, c'est une partie de l'œuvre romanesque de Chesterton, certainement celle qui a eu le plus de succès, celle qui lui a rapporté le plus d'argent, qu'il a immédiatement réinvesti dans son œuvre politique. Et par ailleurs, il y a un certain nombre, il y a une dizaine de romans qu'il a écrits sur des sujets assez divers. Je pense ici à L'Auberge volante, par exemple, qui est un roman qui met en place l'invasion de l'Angleterre par l'islam. Je pense aussi au Napoléon de Notting Hill, qui est un roman qui raconte le soulèvement du quartier de Notting Hill, qui prend son indépendance et qui retrouve le faste et les couleurs du Moyen-Âge. Et à travers cela, Chesterton à chaque fois fait passer ses idées. C'est-à-dire, si je prends le cas du Napoléon de Notting Hill, par exemple, on pourrait voir là une gentille fable un peu niaise de retour au Moyen-Âge. Et en fait, c'est une critique très profonde de ce qu'on va appeler nous le globalisme ou le mondialisme, à travers la défense de l'idée à laquelle vous serez pas insensible, je pense, d'un patriotisme très local, très enraciné dans une culture, dans une langue. Et c'est donc ce soulèvement de ce quartier de Notting Hill, à travers ce soulèvement que Chesterton met en cause ce qu'il appelle à l'époque le cosmopolitisme ou l'impérialisme. Hein, c'est un anti-impérialiste forcené, si je puis dire. Voilà, à chaque fois, il fait passer ces idées soit politiques, soit religieuses dans ses romans. C'est le cas aussi dans un autre roman qui s'appelle Don Quichotte, où il exprime son admiration pour l'organisation sociale du Moyen-Âge à travers les guildes et les corporations. Et c'est une pensée un certain nombre d'idées qu'il va développer de manière un peu plus systématique dans son œuvre politique. Alors, on arrive à son œuvre politique. Alors, Chesterton est associé à une formule plus énigmatique, peut-être qu'on ne le voudrait. Lorsqu'on parle de sa pensée politique, on parle de distributisme, souvent. Une forme de catholicisme, de catholicisme, entre guillemets, social, une volonté de démocratiser la propriété, donc l'idée d'égalité dans des paramètres démocratiques et non pas socialistes. Je peine toujours à définir adéquatement le distributisme de Chesterton. Pourriez-vous nous en dire un peu sur le distributisme de Chesterton, ce qu'était finalement la doctrine politique à laquelle il se vouait lorsqu'il brandissait un étendard politique? Je crois que vous l'avez bien résumé vous-même. Effectivement, le distributisme est une sorte d'objet politique ou social, je ne sais pas très bien dire, non identifié. Alors on pourrait penser que c'est une sorte de catholicisme social, sauf que Chesterton y a adhéré et l'a mise en place petit à petit avec son ami Hilaire Belloc, bien avant d'être catholique. Hein. C'est une volonté de distribuer la propriété le plus largement possible,
parce que pour lui, le fait d'être propriétaire est une garantie de liberté réelle. Il faut mieux avoir peu de moyens, mais être réellement propriétaire. Alors, quand on dit propriétaire, c'est évidemment propriétaire de son habitation, mais au-delà, c'est propriétaire de son outil de production. Chesterton, comme Belloc, sont des adversaires résolus du salariat. Ils développent des polémiques très fortes à ce sujet, et donc puisqu'ils sont adversaires du salariat, ils sont favorables au fait que les gens deviennent propriétaires, dans une conception plus globale d'une société, là aussi qui s'inspire, alors un peu mythiquement, il faut quand même être assez honnête, qui s'inspire du Moyen-Âge, de l'ère médiévale telle qu'on la conçoit et on la connaît à l'époque de Chesterton, c'est-à-dire entre les années 1910 et 1936, d'une société rurale. Donc il prône un retour à la terre, lui qui ne savait certainement pas distinguer les carottes des poireaux. Il invite à un retour à la terre pour que les familles, plus exactement, la famille étant l'unité sociale de base, retrouvent un moyen de vivre et d'avoir une petite exploitation, ou alors à travers une renaissance d'une société artisanale avec des petits métiers tels qu'ils existaient évidemment au Moyen-Âge et encore jusqu'au début de l'ère industrielle. Ce qu'il dénonce par là, c'est tout ce qui s'est passé, dont il voit les dégâts immédiats à travers la révolution industrielle, dont l'Angleterre a été au premier plan, et qui, pour Chesterton, est une catastrophe non seulement pour les individus, non seulement pour les familles, mais déjà il a une vision écologique, puisqu'il dénonce aussi les conséquences de la révolution industrielle sur les paysages, sur la qualité de l'eau, etc. Et c'est pour ça qu'il prône ce retour distributiste à une société rurale, artisanale, fondée sur la propriété privée, des moyens de production dans les mains des familles des Anglais. Alors, Chesterton, on se rapproche de la fin de cette émission et j'aimerais vous transformer le temps de ces derniers segments en professeur en chestertonisme. Alors, vous allez comprendre ce que j'entends par là. Souvent, quand on lit Chesterton, et ça peut frapper, c'est une œuvre qui s'est construite, appelons ça, à l'encre du journalisme, souvent, à travers des controverses de l'époque, avec des personnages qui sont complètement disparus du paysage aujourd'hui, d'illustres inconnus qui probablement à l'époque étaient d'importantes figures de la presse. Et est-ce qu'on peut dire que c'est celui qui entre dans Chesterton doit traverser un premier obstacle qu'on pourrait appeler l'actualité des années de Chesterton? C'est-à-dire, puisqu'il ne construit pas un système qui veut traverser, à tout le moins qui prétend forger une doctrine étrangère aux circonstances, puisqu'il mène des polémiques avec les figures de son temps, est-ce qu'on peut dire que quelquefois, quand on se lance dans son œuvre, il y a d'abord toute une série de broussailles qu'on doit laisser de côté parce qu'on est enfermé dans les querelles de la Grande-Bretagne de son époque et qu'il faut retrouver retrouver le cœur de sa pensée, le cœur de ses formules, le cœur de son génie politique et d'écrivain. Il faut quelquefois surmonter l'obstacle du journaliste en son temps. Oui, effectivement, Chesterton a publié plus d'une centaine de livres, dont une très très grande partie sont constitués de recueils d'articles. Et effectivement, vous avez complètement raison, il faut souvent arriver à trouver quelques repères historiques et à démêler, à débroussailler, pour reprendre votre métaphore, à débroussailler un petit peu dans cette actualité qui n'en est plus une et pour lequel un certain nombre de personnages, de personnalités n'en sont plus pour nous aujourd'hui. Bien que j'admire énormément chez Chesterton, auquel j'ai consacré une grande partie de mon existence, maintenant je peux le dire, je crois que l'obstacle majeur c'est Chesterton lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas toujours une écriture très 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 facile pour celui qui veut le découvrir. Certains sont
souvent arrêté par cette forme paradoxale qu'il a d'exprimer les choses, de contourner un peu les obstacles pour mener son lecteur à un endroit qu'il voit très bien lui, mais que le lecteur ne perçoit pas au tout début, et lequel le lecteur se sent un peu déconcerté, parfois même complètement perdu dans les broussailles. Et je crois que si j'avais un conseil à donner à des lecteurs qui voudraient se lancer dans la lecture de Chesterton, c'est d'abord de ne pas se laisser intimider par ce monstre au physique et au style, mais d'accepter de rentrer, d'être déconcerté quelque temps, et petit à petit les choses s'éclairent et on finit par voir un fil conducteur, un fil directeur dans toute son œuvre, dans tous ses écrits, et par saisir la profondeur même de cet homme qui semble un jongleur de mots, une sorte de clown lui-même, dans une polémique avec Eliot, avec T.S. Eliot, se qualifier de bouffon. Ça, c'est l'image facile qu'il veut imposer de lui-même. Je préfère celle que vous avez employée au début. Il est plus philosophe, non systématique que bouffon. Donc surtout ne pas se laisser intimider ni par l'actualité ancienne, si je puis dire, si je peux me permettre ce rapprochement des termes, ni par le style de Chesterton, mais entrer en Chestertonie, si je puis dire, avec l'esprit d'aventure. Alors, l'esprit d'aventure, imaginons aujourd'hui un jeune lecteur, car il y en a toujours, Chesterton saisit les jeunes lecteurs, qui voudraient entrer dans son œuvre, et qui, on lui a dit grand bien de Chesterton, mais il vous demande, Philippe Maxence, je veux entrer dans l'œuvre de Chesterton, mais quel chemin doivent suivre pour arriver, tout de suite, je dirais, au cœur, au noyau, quitte à ensuite explorer, lui consacrer quelques années, peut-être pas autant que vous, mais lui consacrer quelques années de lecture. Mais si je veux aller au cœur de l'œuvre, quels sont les livres vers lesquels devrait-il se jeter finalement pour être capable d'entrer en Chestertonie? En fait, tout dépend du lecteur. J'ai l'habitude de répondre que selon les centres d'intérêt de chaque lecteur, on peut trouver chez Chesterton une bonne porte d'entrée. Par exemple, si vous êtes passionné par les polémiques politico-religieuses, certainement hérétiques, orthodoxie sont d'excellentes portes d'entrée. Si vous voulez découvrir, ou si vous êtes curieux de la littérature anglaise la plus ancienne, son Chaucer est un livre absolument magnifique et dont j'estime donc c'est l'un des meilleurs de Chesterton. Si vous êtes intéressé par les questions politiques, économiques, sociales, par ce style de polémique, il y a Le Monde comme il ne va pas, dont nous avons parlé, où on a publié en France, sous un titre un peu particulier, le plaidoyer pour une propriété anticapitaliste. Là, vous rentrez directement dans la pensée politique ou sociale de Chesterton. Si vous êtes, si vous intéressez aux romans policiers, mais tels qu'étaient les romans policiers avant la Seconde Guerre mondiale, de l'époque d'Agatha Christie ou de Dorothy Sayers, par exemple, eh bien, foncez dans l'œuvre du Father Brown. Vous serez un peu décontenancé là aussi, mais vous trouvez quelque intérêt. Et vous serez emmené dans des histoires policières assez étonnantes. Voilà, il y a 1000 portes d'entrée pour Chesterton, selon les intérêts de chaque lecteur, si je puis dire. Et nous sommes en 2020, bientôt 2021. De quelle manière, nous arrivons à la fin, à la dernière question de cet entretien, de quelle manière l'œuvre de Chesterton peut-elle éclairer les temps actuels? Autrement dit, quel angle mort de la société présente peut nous révéler Chesterton, la lecture de son œuvre? De quelle manière, autrement dit, ressortons avec une compréhension plus fine et plus riche de notre temps en passant par le détour de son œuvre? Chesterton, pour moi, me semble le prophète d'hier qui nous a annoncé le monde d'aujourd'hui, et qui est capable justement, à travers un certain nombre d'aspects de son œuvre,
d'éclairer et plus qu'éclairer en fait, de réenchanter un peu le monde dans lequel nous sommes, qui est un monde gris, politiquement sous couvert mondialiste. Sa dénonciation, par exemple, je pense à ça en passant là, mais sa dénonciation des hygiénistes s'applique tout à fait à ce que nous vivons aujourd'hui en temps de lutte contre le Covid et tout ce qui nous est imposé. J'imagine l'énorme colère de Chesterton face aux mesures sanitaires que nous subissons aujourd'hui, aussi bien chez vous qu'en France. Voilà, en fait, Chesterton nous parle dans son œuvre, annonce dans son œuvre la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et en contrepoint lui offre de retrouver le moyen de s'émerveiller et de dire merci face à la véritable création. Et en ce sens-là, il l'éclaire d'une certaine manière si vous me permettez l'expression, d'un feu nouveau. Alors, Philippe Maxence, je vous remercie infiniment pour votre passage aux Idées mènent le monde. J'espère que nous trouverons au terme de cette émission de nombreux nouveaux lecteurs pour Chesterton et qui se tourneront aussi vers vos livres qui permettent d'éclairer cette œuvre essentielle. Merci encore. Merci infiniment, Mathieu Bocoté. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la Joute et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche, Mathieu Bocoté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.